petit incident technique, mais c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Chez Second Souffle, ça ne veut plus. Ah bah oui, d'accord. Oui, gros problème technique. Hein. Alors, chez Second Souffle. Chez Second Souffle, la première mission est d'aller l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette plateforme de webinar, vous avez... oui, forcément, oui. Je parlais un petit peu dans le vide, je n'ai pas partagé mon nez. Je suis déconnecté. Bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar, vous avez donc sur la partie droite deux onglets, deux petits boutons en bas, questions pour poser vos questions, et le chat pour discuter entre vous, entre nous. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît, parce que dans le chat, on va les perdre très rapidement. Vous avez des petits soucis techniques, vous avez une icône sur la gauche. Et puis, vous pouvez également mettre en plein écran le webinaire et vous avez également une icône réagir. Et réagir, ça vous permet de mettre en avant des petits emojis comme ceci. Voilà. Et pour dire votre humeur. Voilà, donc aujourd'hui, nous retrouvons l'URSSAF Aquitaine et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Nardon. Bonjour Agnès. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la création d'entreprise. Du coup, nous allons faire une présentation assez générale de l'ensemble des statuts juridiques qui peuvent exister, du choix que vous serez obligé de faire pour ce statut juridique, mais aussi pour le régime fiscal. Et ces deux premiers choix auront une incidence sur votre protection sociale et sur le calcul de vos cotisations. Peut-être juste avant de commencer, William, une précision, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si on prend une mission vraiment très importante de l'URSSAF, après celles qui ont déjà été présentées sur le précédent webinaire, c'est que lorsque vous créez votre entreprise, votre boîte, quand vous mettez à votre compte, en fait, vous allez vous constituer votre propre protection sociale et l'URSSAF a un rôle majeur puisqu'elle encaisse une grande partie de ses cotisations et contributions sociales. Et surtout, elle sait les reverser en moins de 5 heures aux organismes qui vous verseront les prestations sociales dont vous pourrez bénéficier en fonction justement du choix du statut juridique et fiscal que vous aurez fait. Et c'est ainsi que l'URSSAF peut garantir le financement du modèle social que l'on connaît en France. Donc ça, c'est vraiment une mission très importante pour pouvoir tous se protéger, je dirais. Un petit rappel sur qui êtes-vous, Agnès, votre fonction à l'URSSAF Aquitaine? Oui, alors je suis Agnès Nardon, je travaille à l'URSSAF Aquitaine et une partie à l'URSSAF Caisse nationale et plus précisément sur la création d'entreprise. Bien, bon, bah, écoutez, on est parti? On est parti. Donc au sommaire, Agnès. Donc, voilà, alors pendant ce webinaire, nous allons voir quels vont être vos interlocuteurs principaux, quels seront les grands principes, le statut juridique, on verra les différences justement dont je parlais tout à l'heure, le régime fiscal aussi qui aura vraiment une importance, et puis globalement on verra qu'il y a deux grands régimes avec 3 cas différents, avec les auto-entrepreneurs d'un côté, les travailleurs non salariés sous une autre forme juridique et les assignés salariés. On verra après les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir droit et celles pour lesquelles peut-être vous serez obligé de prendre des compléments pour compléter cette protection sociale. On verra aussi les services en ligne et l'accompagnement que l'URSSAF met à votre disposition pour vous simplifier les démarches et les contacts avec nous.
Et puis, on verra toute cette partie d'accompagnement et jusqu'au bout, y compris en cas de difficulté, hein, puisqu'on le sait, une entreprise, c'est pas toujours linéaire. Quelles sont aussi les actions sociales que l'on peut mettre, les aides dans ces cas-là, à votre disposition. Alors, si on parle des interlocuteurs dans un premier temps, il va y avoir, depuis la réforme de 2020, en fait, il y a eu une bascule d'une grande partie des travailleurs indépendants, que sont les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, vers les organismes du régime général. Alors, s'il y en a qui ont déjà eu des entreprises, vous connaissiez très certainement le régime social des indépendants, le RSI, puis, dans une phase de transition, la sécurité sociale des indépendants, et depuis janvier 2020, eh bien, vous allez avoir comme interlocuteur pour la grande majorité de vos cotisations l'URSSAF, avec un site de référence qui sera auto-entrepreneur.ursaf.fr si vous choisissez d'être auto-entrepreneur, et ursaf.fr pour tous les autres statuts, y compris si vous devenez employeur. Au niveau de la maladie, l'avantage, c'est que vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie. Il y aura juste une mise à jour de votre carte vitale, en fait. Et si vous n'avez pas de compte sur Amélie, je vous conseille d'en créer un pour pouvoir accéder à l'ensemble des services et des prestations dont vous pouvez bénéficier. Et puis, pour la retraite, ça, c'était vraiment la grande réforme. C'est là aussi, vous allez rester à la CARSAT, à l'assurance retraite. Celle à laquelle vous étiez certainement pour un certain nombre d'entre vous déjà aujourd'hui. En revanche, cette assurance retraite, quand vous serez travailleur non salarié, eh bien, elle sera aussi bien pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire. Et là encore, si vous n'avez pas de compte sur l'assurance-retraite.fr, alors ça, c'est souvent le cas parce qu'on s'y prend assez tard et quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. Pour autant, si vous avez déjà eu une carrière professionnelle avec déjà peut-être des revenus de travailleurs indépendants, mais aussi si vous avez déjà été salarié, eh bien, je vous conseille quand même de créer un compte pour faire un point, un petit état des lieux sur votre compte et pour voir si tout ce qui devait être validé jusqu'à présent l'est bien, parce qu'autrement, ça sera toujours plus facile de trouver des solutions maintenant que d'attendre des dizaines d'années. Ça, c'est pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professionnels, libérales, non réglementés, comme je vous l'ai indiqué. Pour les autres, pour les professions libérales réglementées cette fois, la maladie, ça sera pareil. L'URSSAF, ce sera la même chose. Mais pour les caisses de retraite, il y aura une caisse spécifique en fonction de l'activité que vous aurez. Alors, par exemple, ça peut être pour tous les praticiens auxiliaires médicaux, c'est la même chose pour les avocats ou c'est particulier, pour les experts comptables, mais c'est aussi la même chose pour la caisse interprofessionnelle qui s'appelle la CIPAV et qui va regrouper une vingtaine de professions assez hétéroclite, puisque ça peut aller de l'architecte en passant par le psychologue ou le diététicien, mais aussi par le guide conférencier ou le moniteur de ski. Vous voyez, c'est assez varié. Et seules, en fait, cette vingtaine de professions qui relèvent de la CIPAV pourront éventuellement être auto-entrepreneurs, alors que toutes les autres professions dont je viens de parler n'ont pas le droit, en tant que profession réglementée, de pouvoir créer une auto-entreprise. On peut passer. Je rajoute, Agnès, que de se créer un compte sur Amélie ou sur l'assurance-retraite.fr, c'est valable pour tout le monde. Oui. Hein, on n'est pas obligé d'attendre de vouloir monter une entreprise pour s'inscrire. En général, Amélie, on l'a souvent, assez souvent. C'est vrai que l'assurance retraite, beaucoup moins, mais c'est là où je le conseille vraiment. Même maintenant, avant de créer, mais déjà pour faire un point sur son ancienne activité professionnelle. Absolument. On passe à la suite. Alors, en ce qui concerne le statut juridique, vous avez deux grandes, si vous pouvez passer les diapos, vous avez deux grandes catégories, en fait. Vous allez, sur les principes d'abord, ok. En fait, alors je vous l'ai dit déjà en introduction, en fonction du choix du statut juridique et du régime fiscal, votre régime social sera différent. On verra que de toute façon, vous bénéficierez d'une protection sociale, mais pour la santé notamment, pour la retraite, pour la famille, on verra aussi pour d'autres contributions telles que la formation professionnelle par exemple. Et pour cela, il faudra payer ces fameuses cotisations et contributions sociales. Et puis, en début d'activité,
même si la façon de pouvoir en bénéficier et même si l'exonération ou l'aide que vous pourrez avoir ne sera pas la même si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous créez un autre statut juridique, mais vous pourrez bénéficier pour une grande majorité d'entre vous de l'ACRE, qui est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et qui peut se concrétiser soit par un taux réduit de cotisation pendant un certain laps de temps, ça c'est pour les auto-entrepreneurs, soit pour une exonération d'une partie des cotisations sociales, ça c'est pour toutes les autres activités. Sachant que pour les auto-entrepreneurs, il faut faire partie d'un certain nombre de bénéficiaires. Il faut être soit demandeur d'emploi, soit indemnisé, non indemnisé, mais inscrit au moins depuis 6 mois à Pôle emploi, soit bénéficier du RSA ou de l'ASS, soit avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans si vous êtes reconnu handicapé, ou encore si vous habitez un quartier prioritaire de la ville. Ce sont des conditions pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Il faudra compléter un formulaire et l'adresser à l'URSSAF, puisque quelle que soit votre activité, c'est l'URSSAF en fait qui gérera l'octroi de l'ACRE. Quand on est sous toute autre forme juridique, eh bien, il n'y a pas de formulaire à remplir. Quel que soit votre statut, vous pouvez bénéficier, là aussi sous certaines conditions, mais s'il y a des questions, on pourra y revenir dessus, automatiquement de l'ACRE. Là, c'est d'une année de date à date et ce sont des exonérations, notamment des cotisations maladie, retraite de base, allocation familiale. Alors, pour aller voir un petit peu toutes ces exonérations, comment ça se passe, etc., vous pourrez voir, on en reparlera tout à l'heure, mais vous pourrez faire des simulations de cotisation sur le site mon-entreprise.ursaf.fr, que ce soit pour vous en tant que chef d'entreprise et pour pouvoir comparer justement entre les différents chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, non-salariés, assimilés, salariés, quelles sont les différences. Et vous pourrez aller voir aussi, si vous le souhaitez, sur notre mini-site à quoi servent les cotisations sociales, justement comment sont reversées ces cotisations sociales que vous payez. Les impôts avaient fait ça un peu il y a quelques années pour 100 euros d'impôts payés, comment c'est réparti entre les routes, l'éducation nationale, etc., etc. Et bien là, vous verrez les répartitions et les pourcentages entre la maladie, la retraite, la santé, et toutes les autres cotisations, puisque l'URSSAF recouvre aujourd'hui, encaisse aujourd'hui des cotisations et en reverse pour environ 900 partenaires. Voilà pour les grands principes. Ensuite, on va rentrer donc sur le statut juridique. Donc, dans le statut juridique, en fait, vous avez là où… Agnès, oui. J'ai une question. Oui, oui. Alors, une question de Karine. Karine, d'ailleurs, merci de bien poser vos questions dans la partie questions. Vous avez un icône en bas. Et là, je l'ai vu. Donc, la question de Karine. Quand on bénéficie de l'ACRE, est-elle déduite de la cotisation que l'on verse lors de la déclaration du chiffre d'affaires ou est-elle versée après? Alors, l'ACRE, puisqu'elle parle de chiffre d'affaires, je pense que c'est dans le cadre de l'auto-entrepreneur. Donc, en fait, ce n'est pas une aide financière versée, l'ACRE, c'est bien une exonération. Et dans le cadre de l'auto-entrepreneur, cette exonération se concrétise par un taux réduit de cotisation de 50%, mais j'en aurai reparlé après, puisque, en fait, dans un premier temps, en fonction de l'activité que vous allez exercer, votre taux de cotisation sera diminué de 50% entre le moment où vous allez créer jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est-à-dire que si vous commencez, aujourd'hui, on est encore en mars, mais on est le dernier mois du trimestre, ça veut dire que vous aurez ce taux réduit de cotisation qui sera appliqué à chaque fois jusqu'à fin décembre 2022. En revanche, si rien ne vous oblige à créer très rapidement, autant essayer de créer en début de trimestre, c'est-à-dire éventuellement attendre avril ou juillet ou octobre, pour pouvoir bénéficier, en fait, si vous commencez en avril, jusqu'au 31 mars 2023, de ce taux réduit de cotisation avant de passer au taux plein. Bien, merci Agnès. Donc, le statut juridique. Alors, dans le statut juridique, il y a plusieurs cas. Bien sûr, vous pouvez décider d'être seul ou d'être à plusieurs. Et que vous soyez seul ou à plusieurs, socialement, après, pour la protection sociale et pour le calcul des cotisations, il y aura 2 grandes familles, les non-salariés et les assimilés salariés.
Alors, quand on est seul, on est en entreprise individuelle et éventuellement, on opte pour l'auto-entrepreneur, puisque je vous rappelle, l'auto-entrepreneur, juridiquement, c'est une entreprise individuelle et c'est pour ça que c'est comme toutes les autres structures que vous pouvez créer, il est important de bien les préparer, de vous faire entourer, de vous faire accompagner, de faire des études de marché, un prévisionnel, de déterminer votre prix de vente. Enfin, tout cela, c'est vraiment le statut juridique, il arrive un peu après, je dirais, en fonction de tout ce que vous allez pouvoir préparer, de tout ce que vous allez voir avec les autres personnes qui vous accompagneront pour savoir quel sera celui qui sera adapté à votre situation. Parce que vous pouvez être 15 et créer la même activité, ne serait-ce que par rapport à vous, par rapport à votre situation familiale, par rapport à tout un tas de choses personnelles, eh bien, la même structure ne sera pas forcément adaptée à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ce que l'on fait. Quand on est donc seul en entreprise individuelle, auto-entrepreneur ou en EURL, c'est-à-dire la société où vous serez gérant majoritaire, ou si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, vous pouvez aussi être gérant majoritaire si dans une SARL, par exemple, vous êtes plusieurs et que vous êtes co-gérant, donc on va cumuler ces parts, eh bien, vous tous, vous serez considérés comme des non-salariés. C'est-à-dire que, on le reverra tout à l'heure, mais un travailleur non salarié, par principe, les cotisations sont calculées différemment parce que par avance, on ne saura pas ce que vous allez gagner, bien évidemment. Et puis, on peut être seul et à plusieurs. Alors, je laisse passer un peu le premier sur le URL parce que ça, c'est plutôt dans le cas d'investisseurs. Mais si vous créez, par exemple, une SASU ou une SAS, quelle que soit votre fonction, président, directeur général, directeur, quel que soit le nombre de parts que vous aurez, vous serez de fait assimilé salarié. Il n'y a que la SARL qui peut être sur les deux, puisqu'en fait, si vous êtes en SARL, que vous êtes à 2 par exemple, et que vous êtes à 50-50, mais qu'il n'y a qu'un seul gérant, eh bien, les deux vont être… on va considérer que les deux vont être égalitaires et du coup, le gérant sera égalitaire, l'associé sera égalitaire et les deux seront aussi assimilés salariés. Alors, assimilés salariés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes reconnu au sens du droit de la sécurité sociale et en plus, vous êtes considéré comme un cadre dès le premier euro que vous allez vous verser en salaire, alors que les non-salariés, quel que soit le montant du revenu qu'ils peuvent avoir, même si c'est très important, seront toujours considérés comme des non-cadres et on verra les impacts que cela peut avoir. En revanche, vous n'êtes pas considéré comme un salarié au sens du droit du travail et le principal impact, c'est que vous ne cotiserez plus à l'assurance chômage, mais ça, c'est dès que vous créez une entreprise de manière obligatoire, vous ne cotisez plus à l'assurance chômage. En revanche, ça, c'est si vous avez déjà des droits, bien évidemment, vous les conservez. Et l'avantage de ne plus être soumis au droit du travail, c'est que vous n'êtes pas obligé, dès le départ, de vous verser un salaire qui correspond au SMIC, avec des horaires précises, etc., etc. Et qu'avec votre salaire, vous pouvez aussi faire des aménagements en fonction des possibilités de l'entreprise. Alors, il y a une question auquel il faut répondre. Une question de Rita. Comment cotise-t-on si le chiffre d'affaires est de 0 au début en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, je vais y revenir dessus juste après, puisque là, c'était juste pour planter le décor du statut juridique, mais il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut savoir, alors je vais parler pour les trois, du coup, mais on y reviendra pour que ce soit bien compris pour tout le monde, parce que ça fait beaucoup d'informations. Quand vous êtes auto-entrepreneur, tant que vous encaissez 0 de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de cotisation. Bien évidemment, du coup, vous n'avez pas non plus de prestations derrière qui vont être, surtout pour la maladie ou la retraite, etc. Quand vous êtes travailleur non salarié sous une autre forme juridique, en revanche, même si vous avez 0 de revenus professionnels, vous aurez toujours des cotisations minimales à payer, mais par contre, ça vous permettra d'avoir une certaine partie de prestations sociales, notamment pour la retraite, la validité des TC ou les indemnités journalières. Et si vous êtes assimilé salarié, on est un peu sur le principe des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que si vous versez 0 de salaire, vous avez 0 de cotisation à payer, mais vous avez aussi 0 de prestations sociales. Ça veut dire que quelquefois, par choix, on décide de ne pas se payer au début. Alors, si c'est un choix parce que vous êtes demandeur d'emploi, indemnisé, vous avez des allocations, ça, tout va bien. Si
à un moment donné, ces allocations, elles vont s'arrêter, bien évidemment. Si vous n'avez pas d'autres revenus parallèles, il va falloir qu'à un moment donné, vous puissiez quand même vous verser un salaire pour avoir un minimum de protection sociale. Mais si vous versez zéro, vous payez zéro. Voilà. 0 égale 0. Voilà. Alors, attendez. Pour les travailleurs non salariés. Rita reprend. Est-ce que cela veut dire que nous ne bénéficions plus de couverture sociale? Alors, ça dépend le statut que vous avez aujourd'hui et depuis combien de temps. Alors, il y a souvent des solutions en France, notamment pour la maladie. Par contre, pour la retraite, effectivement, à un moment donné, vous ne pourrez plus vous valider les trimestres de retraite. Alors, je sais bien que c'est la réforme actuelle, mais tant qu'on n'a rien d'autre comme réforme, on est bien obligé de se baser là-dessus. Du coup, il faut cotiser un minimum pour valider des trimestres de retraite. Après, si vous êtes depuis trop longtemps non couvert par un système de sécurité sociale, soit en salarié, soit avec Pôle emploi, à un moment donné, bien évidemment, il faudra voir avec d'autres systèmes, avec la cotisation, avec Puma en fait, ou avec la cotisation solidaire qui peut être mise en place dans ces cas-là. À voir avec la CAF et la presse primaire. Il y a quelques micro-coupures avec l'URSSAF, j'ai l'impression. Ah bon? Il y avait des bips tout à l'heure, Agnès, c'était de votre côté? Non? Non. Non, vous n'avez pas entendu de bip. Bon, écoutez. Alors, on passe au régime fiscal? Alors, le régime fiscal, oui, bien sûr. Lorsque il y a deux régimes, en fait. Vous avez soit le régime du réel, où on verra le régime de la micro-entreprise, notamment dans le cadre des auto-entrepreneurs. Au niveau du régime réel, ça veut dire que le régime réel, ça veut dire que c'est une comptabilité assez classique pour une entreprise, avec bien évidemment, là c'est moi par contre, vous avez la possibilité d'opter en plus de ce régime réel. Il faudra choisir d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Régime réel, ça voudra dire que, on le verra tout à l'heure, mais on partira d'un chiffre d'affaires, vos charges seront déductibles, vos cotisations en fonction de ce choix justement de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société seront différentes et je ferai un petit focus alerte par rapport à cela. Mais quel que soit le statut juridique aujourd'hui, alors je ne vais pas trop m'étaler sur la partie entreprise individuelle parce qu'il y a une loi qui est passée mi-février mais qui sera en application que dans 3 mois et il y aura beaucoup de décrets, donc on est encore un petit peu avec des incertitudes. Ce que l'on sait, c'est que ce qui avait été créé, le URL, disparaît pour finalement faire un seul statut d'entreprise individuelle, mais l'avantage sera que, contrairement à avant, on pourra opter là aussi ou pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés, comme c'est le cas pour les sociétés déjà aujourd'hui. En général, c'est vrai qu'en société, on opte très souvent pour l'impôt sur la société. De temps en temps, il peut être plus intéressant selon les zones, notamment les zones géographiques où vous vous implantez. Il peut être plus intéressant, dans un premier temps en tout cas, mais là ce sont vos experts comptables qui feront les études, de choisir l'impôt sur le revenu parce que ça peut vous permettre d'avoir des exonérations fiscales pendant plusieurs années et de basculer après sur l'impôt sur la société, mais ça se calcule vraiment, notamment à cause de la partie sociale. Ça c'est, je dirais, pour la partie régime réel global. Si on passe à la diapositive suivante, on va s'apercevoir que on va avoir 2 régimes avec 3 cas différents. Et là, je vais parler d'entrée de jeu des auto-entrepreneurs qui sont bien des travailleurs non salariés, mais avec un régime fiscal spécifique, qui est le régime fiscal de la micro-entreprise et qui a, on va dire, 4 grands principes. D'abord, c'est le seul régime où on va parler en chiffre d'affaires, avec des chiffres d'affaires en plus qu'il ne faut pas dépasser et qui seront en fonction de votre activité. Ça sera à 176 200 € pour une année civile complète si vous faites de la vente de marchandises, si vous faites de la fabrication et de la vente, si vous faites de la location de tourisme meublé par exemple, et ce sera 72
600 € pour les autres activités si, là aussi, vous exercez sur une année civile complète, en sachant que si vous commencez en cours d'année, eh bien, ce montant sera proratisé en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Mais on pourra voir qu'il y a des tolérances. Si vous dépassez ces montants, vous pourrez encore rester dans ce régime pendant 2 ans avant d'être obligé de passer après au régime réel, soit par choix, soit par obligation, par justement le dépassement de ces chiffres d'affaires. Deuxième grand principe, on est en franchise de TVA jusqu'à certains seuils qui ne sont pas les mêmes, malheureusement, ce serait plus simple que les chiffres d'affaires globaux, mais qui sont de 94 300 € si vous êtes dans la vente et 36 500 € si vous êtes dans les prestations de services ou professions libérales. Ça veut dire que jusqu'à ce seuil, vous n'êtes pas obligé de facturer la TVA à vos clients, mais du coup, vous ne la récupérez pas non plus sur les achats que vous allez faire. Au-delà, à partir du premier jour du mois au cours duquel vous dépassez ce montant, vous êtes obligé de facturer la TVA à vos clients. Donc, il faudra demander un numéro de TVA intracommunautaire à votre service des impôts des entreprises. Et en revanche, vous pourrez aussi déduire la TVA que vous aurez payée sur les achats. Et en fait, ce que vous reverserez à l'administration fiscale, ça sera ce qu'on appelle la TVA collectée, celle que vous avez facturée à vos clients, moins la TVA déductible, celle que vous avez pu récupérer des achats que vous avez faits. Et le résultat de cette soustraction, c'est ça que l'on reversera à la TVA. Voilà, globalement, comment ça se passe. Il faut juste savoir que dans certains cas, et là, c'est aussi quand vous allez faire vos études, votre prévisionnel, qu'aujourd'hui, on a la possibilité, dans certains cas très précis et pour essayer d'aider encore plus les auto-entrepreneurs, si c'est plus intéressant pour eux, de ne pas bénéficier de cette franchise de TVA et de pouvoir la facturer dès le départ. Malheureusement, ces seuils qui sont en dessous des 176 200 €, quand vous travaillez avec des entreprises, c'est pas gênant, parce qu'une entreprise, vous ne lui facturez pas de TVA, tout va bien, vous lui facturez, elle la récupère, c'est neutre. Quand vous êtes avec des particuliers, et si vous avez des particuliers, bien sûr que vous allez vouloir pérenniser, que vous allez vouloir fidéliser. Si ce sont des clients que vous voyez très très souvent et que votre chiffre d'affaires progresse très rapidement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, malheureusement d'un seul coup, vous allez faire une augmentation au pire des cas de 20% qui peut vous faire perdre justement une partie de cette clientèle. Donc c'est vraiment à étudier en fonction de l'activité, de l'augmentation, du développement de votre activité et de voir si cette TVA, tant pis, je la mets directement dès le départ ou est-ce que je bénéficie jusqu'à ces montants-là, sachant qu'il y a un petit seuil, une tolérance entre deux. Si vous êtes entre 85 800 € et 94 300 € pendant 2 ans, vous pouvez rester en franchise de TVA. Et si vous êtes entre 34 400 et 36 500, vous pouvez aussi rester, si vous le souhaitez, dans cette franchise de TVA avant d'être obligé de basculer à de la facturation et à de la récupération de TVA. Et les deux autres grands principes, c'est que vous ne déduisez aucune charge, les déplacements, les frais de téléphonique, les achats que vous faites, etc. Et vous n'amortissez pas non plus le matériel. Là aussi, un petit conseil peut-être, c'est que pour ceux qui vont se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, vraiment comme un tremplin, je dirais, qui ont besoin d'un matériel un peu important, qui a vraiment une valeur importante financière. Et si vous pensez vraiment vous lancer que pour très peu de temps, 1-2 ans, surtout gardez bien les factures, parce que, alors pas 15 ans plus tard, parce que la vétusté fera que ça ne vaudra plus grand-chose, mais encore une fois, dans un laps de temps assez proche, eh bien, vous pourrez, pour une partie de votre capital social dans une société, apporter ce matériel en apport en nature qui vous permettra de ne pas mettre la totalité du capital en numéraire. Donc, on revient sur l'acte pour les auto-entrepreneurs. Ce que je disais tout à l'heure, alors je ne reviens pas sur les bénéficiaires, j'en ai parlé. Par contre, attention, quand vous allez déclarer votre activité d'auto-entrepreneur, il faudra, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, dans la partie création, vous avez un formulaire justement pour l'acte que vous pouvez remplir en ligne. Vous l'éditez, vous le signez, vous le scannez, et puis vous avez une adresse mail pour pouvoir l'adresser à l'URSSAF, puisque encore une fois, c'est l'URSSAF qui va gérer la totalité de ces demandes d'acre, pour pouvoir les envoyer. Et ça, il faut le faire au moment de la création de votre entreprise.
Et le fait de bénéficier de l'ACRE, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'avoir un taux réduit, encore une fois, jusqu'à la fin de ce fameux 3e trimestre suivant la date de création. Et vous vous retrouverez à 6,4% pour la vente, 11% pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées et 12,8% pour les professions libérales réglementées, celles dont je vous parlais tout à l'heure, qui relèvent de la CIPAV, donc les fameux architectes, économistes de la construction, experts automobiles, moniteurs de ski, guides conférenciers, etc. À ce taux, auquel on ajoutera une contribution à la formation professionnelle de 0,10 pour les commerçants, de 0,20 pour les professions libérales et de 0,30 pour les artisans. Et cette contribution à la formation professionnelle pourra vous permettre de bénéficier d'aide financière si vous souhaitez suivre une formation dans le cadre de votre activité. Ensuite, au bout de cette période de taux réduit, on arrivera au taux plein qui sera de 12,8% pour la vente, 22% pour les prestations de services professions libérales non réglementées et 22,20% pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV, auquel on ajoutera la contribution à la formation professionnelle et éventuellement, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations sociales. En revanche, d'abord, cette possibilité d'opter pour le versement libératoire est soumise à une condition de revenu fiscal de référence par rapport à 2020 qui ne doit pas dépasser par part de quotient familial 25 710 € et qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faudra absolument faire des simulations de cotisation. Alors après, à la fin, je vous conseillerais d'aller voir les diaporamas plus complets avec des liens qui vous permettront de faire tout ça sur le site des impôts. Parce que quand on voit comme ça les taux qui sont appliqués sur l'impôt sur le revenu qui sont de 1, 1,7 ou 2,2, on dit c'est pas beaucoup, mais par contre ils sont calculés sur la totalité du chiffre d'affaires, alors que si vous les déclarez de manière classique, et comme tout le monde en faisant une déclaration de toute façon malgré le versement libératoire, malgré le prélèvement à la source, on fait toujours une déclaration quand même, eh bien les impôts, avant de réintégrer ce montant de chiffre d'affaires de cette activité professionnelle aux autres revenus de votre foyer fiscal, feront un abattement, ce qu'on appelle un abattement pour frais professionnels. Donc tout à l'heure, je vous disais, il n'y a aucune déduction de charges. Fiscalement, pour autant, il y a quand même un abattement qui peut être effectué dans ce cas-là, qui sera quand même de 71% si vous êtes dans la vente, de 50% si vous êtes en bénéfices industriels et commerciaux et de 34% si vous êtes en bénéfices non commerciaux. Donc, ce sont des pourcentages assez importants qui font qu'il faut absolument que vous fassiez des tests pour savoir si, dans un cas, vous choisissez une solution, eh bien, est-ce que c'est la plus intéressante ou est-ce qu'il vaut mieux choisir l'autre? En sachant que la seule chose qu'on peut dire, parce que les revenus personnels rentrent en ligne de compte, donc c'est important, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas figé. Plus au départ, on a un taux d'imposition personnelle qui est plutôt faible et on ne pense pas faire un très gros chiffre d'affaires en général, ce versement libératoire n'est pas intéressant. Plus le chiffre d'affaires est important et plus éventuellement il peut devenir intéressant. C'est pour ça qu'il faut faire des simulations et que vous fassiez aussi des tests au mois de septembre. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez changer d'option pour l'année suivante, l'administration fiscale demande à ce que vous fassiez cette demande avant le 30 septembre pour une mise en place l'année suivante. Et ça, vous pourrez le faire à partir de votre compte en ligne auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, bien sûr, au niveau des formalités de création, il faudra passer par le CFE compétent. Soit vous pourrez le faire en ligne à partir de auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit vous pourrez vous rapprocher notamment des chambres de commerce, chambres de métiers, qui, elles, l'immatriculation sera gratuite, mais l'accompagnement sera payant. Au niveau de l'URSSAF, c'est complètement gratuit parce qu'on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes structures, donc c'est différent. Et sur ce même site, une fois que vous serez déclaré, intégré dans notre système d'information, eh bien c'est à travers ce site internet ou une application mobile qui s'appelle Auto-entrepreneur URSSAF que vous pourrez faire vos déclarations de chiffre d'affaires, que vous pourrez faire vos paiements, que vous pourrez échanger avec nous.
Voilà, rapidement, sur l'auto-entrepreneur, sachant que il y a bien sûr des compléments à faire, notamment en ce qui concerne les assurances, les qualifications pour certains d'entre vous, notamment quand vous êtes dans le bâtiment ou dans la coiffure, dans l'esthétique, etc. Il y a des qualifications obligatoires à avoir, ou tout au moins une expérience professionnelle. La responsabilité civile, c'est très important parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un litige qu'on n'arrive pas à régler à l'amiable. Et si vous travaillez avec des particuliers, il faut aussi nommer un médiateur à la consommation pour essayer d'avoir une deuxième chance de règlement à l'amiable. Bien. Voilà Agnès, pour le régime. Agnès, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Agnès, déjà, je vous laisse reprendre votre souffle. Moi, j'entends très bien. Moi, j'entends très bien. Je vous laisse reprendre votre souffle et régler ce petit problème de bip là, qui s'est encore bipé 2 fois là. Mais j'ai pas de bip là. Ah bah moi je l'entends. J'ai rien. J'ai une petite cloche qui sonne tout à l'heure, mais. J'ai plus de bip. Alors oui, il y a des questions, j'avais vu, oui. Question de Pascal. En auto-entrepreneur, y a-t-il un plafond mensuel? Parce que si le chiffre d'affaires maxi annuel est réalisé uniquement sur 4 mois, comment ça se passe? Non. Eh bien, très bien, vous pouvez même faire le chiffre d'affaires maximum en une seule journée. Et donc, comment ça se passe après s'il Il n'y a pas de plafond mensuel. Ah ben, alors, le montant, il est effectivement de, mettons, pour la vente, 176 200 € pour l'année civile complète. Ça, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez très bien faire ce montant de chiffre d'affaires sur quelques mois. Mais par contre, si vous le dépassez, eh bien, à partir de l'année suivante, vous rentrerez dans le régime réel. Vous resterez sur le principe de la micro-entreprise jusqu'à la fin de l'année parce qu'on ne changera pas en cours d'année. Mais ça veut dire que si vous en êtes là, peut-être que comme la progression devrait quand même se faire, peut-être pas en une seule fois, les 176 200 €, vous aurez peut-être le temps de réfléchir pour voir si le statut est toujours adapté à vos besoins. Est-ce que le fait d'avoir très bien développé votre entreprise, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas des charges qui se sont du coup ajoutées et est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour vous d'être dans un système où vous pourriez justement déduire toutes ces charges? Donc ça se réfléchit et ça s'anticipe en tout cas. Mais il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum ou maximum à faire par mois. Vous pouvez le faire en une fois. Mais si vous le dépassez, eh bien, les 2 premières années, j'ai dit qu'il y avait une tolérance. Donc, vous le dépassez une année, vous pouvez rester là. Vous le dépassez une deuxième année, vous pouvez rester. Mais à la troisième année, vous serez obligé de passer dans le régime réel. Très bien. Une question de Karine, qui est prestataire de services en gestion des archives, archiviste en freelance. Est-ce que c'est une profession réglementée? Non. Je ne sais pas, non. Non. D'accord. Une question de Claire. Est-il possible que 2 personnes s'associent pour créer une SARL en cogérance égalitaire, tout en conservant chacune une activité salariée en parallèle? Oui, bien sûr. En fait, alors, dans ce cas-là, vous allez créer d'un côté votre activité, vous allez garder votre activité salariée d'un côté dans le privé, je ne sais pas où, et de l'autre côté, vous pouvez créer une SARL. Alors, attention, parce que si vous êtes en cogérance en SARL, ça veut dire que vous aurez quand même on en revient à être travailleur non salarié, donc cela veut dire que vous aurez des cotisations minimales à payer. Si vous êtes en activité salariée à temps plein, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir cette partie-là. Il faudra que vous vous posiez la question avant de créer, de savoir si la SAS ne serait pas plus intéressante, où là, vous pourriez être égalitaire, il y aurait un président et un directeur, ce que vous voulez, et dans tous les cas, vous seriez tous les deux assimilés salariés, et donc, si vous versez pas de salaire, vous ne payez pas de cotisation. Ça dépend si vous voulez vous verser des rémunérations ou des salaires dès le départ ou pas. Ou alors, si vous voulez absolument être en SARL, vous pouvez être égalitaire, mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul gérant. Et je rajouterai, Agnès, est-ce que Claire doit-elle avertir son employeur comme quoi elle monte une société à côté? Alors, bien sûr, ça, d'abord, regardez votre contrat.
parce que dans certains contrats de travail, soit pour des clauses de confidentialité, de non-concurrence, etc., ça dépend si l'activité est en relation avec votre activité salariée, mais vous pouvez avoir une clause aussi où vous ne pouvez pas être mandataire social d'une société. Ça peut arriver. Très bien. Bon, il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on y viendra à la fin. On continue de dérouler? Bien sûr. Deux principes de régime, 3 cas différents. Donc, deuxième cas, troisième cas. Donc, là, deuxième cas du travailleur non salarié, en fait, c'est dans le cas où vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous êtes en entreprise individuelle, où vous êtes mis gérant majoritaire au régime fiscal du réel, gérant majoritaire en URL, dans ce cas-là, obligatoirement, puisque vous êtes tout seul comme associé, ou gérant majoritaire d'une SARL. Là, on ne va plus parler en chiffre d'affaires, tout au moins pas pour le revenu professionnel du chef d'entreprise, mais ce sera basé sur le revenu professionnel. Il va y avoir, en début d'activité, vous allez avoir des cotisations provisionnelles, puisque comme vous êtes non salarié, on ne sait pas ce que vous allez gagner. Donc, on va vous faire des appels de cotisations provisionnelles ou provisoires, comme vous voulez, en début d'activité pendant 2 ans sur des bases forfaitaires. Alors, cette base forfaitaire, elle vaut ce qu'elle vaut parce que c'est exactement la même pour n'importe quelle activité. Donc, pour certains, c'est beaucoup trop haut, pour d'autres, c'est beaucoup trop bas. Mais en fait, c'est celle-là. Elle est à peu près de 7 816 € pour une année civile complète. Donc, là aussi, proratisé en fonction du moment où vous commencez dans l'année. Et puis, ensuite, une fois que la première année, par exemple, vous créez là, maintenant, en 2022, mars 2022. Déjà, on ne vous appellera jamais de cotisation avant au moins 90 jours. Donc, l'idée reçue de dire « j'ai même pas créé qu'on paie déjà », c'est pas vrai. Il n'y a aucun cas où vous payez avant d'avoir un peu de temps pour vous retourner, qu'on puisse vous intégrer, vous adresser des documents, etc., etc. Donc, à partir de là, première année, on va vous envoyer un échéancier où vous allez payer au mois le mois ou au trimestre le trimestre comme vous le souhaitez, ces cotisations provisoires toujours sur cette base forfaitaire. En début de deuxième année, comme vous n'avez toujours pas fait votre déclaration d'impôt, on va repartir sur cette même base forfaitaire pour le calcul des premiers mois de l'année 2023 en l'occurrence. Et puis entre avril et juin 2023, comme tout le monde, vous allez faire votre déclaration d'impôt et vous ferez la déclaration sociale sur ce que vous avez encaissé réellement sur cette activité professionnelle en 2022. Et l'administration fiscale va transmettre ce montant à l'URSSAF pour que l'URSSAF puisse régulariser le montant des cotisations en fonction du revenu réel que vous avez encaissé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place un service qui s'appelle l'estimation de revenus, qui vous permet, que ce soit en début d'activité ou par la suite, de pouvoir justement venir sur votre espace en ligne pour modifier ces bases. Pourquoi ? Parce que, je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des hauts, des bas, etc., des décalages, voilà. On peut très bien dire, non, cette année, bon, on l'a vécu en plus avec la Covid, où on a été très présent quand même là aussi pour essayer d'aider au maximum les entreprises et les travailleurs indépendants. Vous pouvez très bien avoir une hausse, une baisse un peu imprévisible. Et dans ce cas-là, vous pourrez revenir sur votre compte en ligne pour modifier cette estimation de revenus, pour donc donner une nouvelle estimation, pour que nous, on puisse recalculer vos échéanciers et qu'au final, le but du jeu, c'est que la régularisation soit la moins importante possible, que vous n'ayez pas une surprise. Alors, si c'est parce que vous avez trop payé, ça sera un remboursement, mais enfin, ce n'est pas la peine d'entamer votre trésorerie pour rien. Si par contre, c'est parce que vous n'avez pas assez payé, par exemple, je dis, on part sur une base de 7 816 et puis vous avez gagné 30 000, mine de rien, la régularisation, ça va vous faire un petit choc parce qu'en même temps, vous continuerez à payer des provisions sur la suite, puisque le principe du travailleur non salarié, c'est je paie toujours des provisions et je régularise quand l'URSSAF connaît le montant du revenu exact. Donc, ça veut dire que ce service, où vous pourrez modifier plusieurs fois dans l'année, il n'y aura pas de pénalité si vous trompez, ce service sera vraiment un atout pour vous pour essayer justement de payer ces cotisations au plus juste et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Encore une fois, que ce soit en période de début d'activité ou en période de croisière, parce que
au début de l'activité, par exemple, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes indemnisé, vous préférez laisser la structure un peu prendre son développement, un peu respirer et prendre un peu de trésorerie, et puis vous dites, bah, moi, je vais garder mes allocations Pôle emploi et je ne me verse rien. Ce sont des possibilités, bien évidemment. Dans ce cas-là, si vous êtes à Pôle emploi et si vous êtes en société, il faudra faire une assemblée générale pour dire que le gérant vraiment se rémunérera à zéro afin de le transmettre non seulement à Pôle emploi, mais aussi à l'URSSAF, qu'on recalcule comme il faut vos cotisations minimales. Parce que comme ça, Pôle emploi vous versera vos allocations en totalité et ne fera pas d'abattement parce qu'il ne saura pas combien vous avez gagné. Quand on est travailleur non salarié, pour faire simple, on va dire qu'on est sur une base environ de 50% de taux de cotisation pour la protection sociale obligatoire. C'est-à-dire, on les verra tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est maladie, maternité, invalidité, décès, les indemnités journalières, la retraite de base, complémentaire, la CSG-CRDS, les allocations familiales et puis la formation professionnelle qui, là, est intégrée dans ce taux-là. Une des grosses différences qu'on verra entre les non-salariés et les assimilés salariés, au-delà du fait que, comme je vous le disais, vous êtes considéré, quel que soit votre revenu, comme un non-cadre, eh bien, si vous versez zéro, il y aura quand même des cotisations minimales à prévoir qui seront de un peu plus de 1 100 € par an. Pourquoi ? Parce que ça permet de valider en gros 3 trimestres de retraite, d'avoir un peu d'indemnité journalière si malheureusement on est obligé de s'arrêter pour maladie et d'avoir aussi la possibilité de cotiser pour la contribution à la formation professionnelle. Et puis, selon l'option retenue, le calcul des cotisations, on va le voir tout de suite après d'une façon très macro, mais pour vous donner l'idée de ce que je disais tout à l'heure, attention entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société, puisque là, le calcul des cotisations personnelles est très différent selon l'option qui est retenue. Donc, si on passe à la diapo suivante et qu'on a opté… Agnès, oui, il nous reste 13 minutes. D'accord, j'avance vite. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir en gros, si vous voulez, ce qu'il faut savoir en gros, c'est quand vous optez pour l'impôt sur le revenu, en fait, vous avez votre chiffre d'affaires, vous déduisez les charges, les frais, les cotisations sociales que vous avez commencé à cotiser et on va calculer votre cotisation définitive sur le bénéfice net. C'est-à-dire qu'à l'avance, vous ne saurez jamais ce que vous allez payer puisque le bénéfice, on ne sait jamais ce que l'on paie. C'est pour ça que cet impôt sur le revenu, il faut bien le calculer avec les personnes qui vont vous accompagner. Parce qu'en revanche, si vous optez pour l'impôt sur la société, on peut passer à l'autre diapositive, on est toujours sur ce principe de chiffre d'affaires, moins les charges, moins les frais, mais votre rémunération nette devient une charge et du coup, on ne va vous faire payer des cotisations et on va les calculer que uniquement sur la rémunération que vous vous êtes versée. Et si le reste du bénéfice, eh bien, c'est là qu'il y aura une imposition à l'impôt sur la société qui sera de 15% si vous êtes en dessous de 38 120 €. Et s'il reste encore de l'argent dans la société, eh bien, c'est sur ce montant-là que vous pouvez éventuellement vous verser des dividendes sur la société. Voilà la différence entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. Si on passe maintenant à la diapo suivante, on va arriver au deuxième cas, en fait, au deuxième cas différent du deuxième régime, c'est le mandataire social assimilé salarié. Donc, je vous l'ai déjà dit, qui est considéré comme un cadre, où ça veut dire que la protection sociale va être très complète, mais bien évidemment, parce qu'il y aura ces cotisations cadres, mais il y aura aussi des cotisations qui ne sont pas prévues pour les travailleurs non salariés, telles que la prévoyance, telles que les accidents du travail, les maladies professionnelles. La mutuelle n'est pas incluse. La retraite complémentaire est beaucoup plus élevée puisque justement, vous êtes considéré comme un cadre. Donc, ça veut dire que toutes ces cotisations complémentaires qui vous permettent d'avoir une protection sociale globale très importante, eh bien, vous allez être environ à 80% du salaire net pour le montant des cotisations. Alors, oui, ça fait beaucoup, mais l'écart n'est pas 50 d'un côté, 80 de l'autre, puisqu'en fait, d'un côté, on a déjà une protection sociale de base, mais on sait qu'on doit
prendre des compléments pour essayer d'avoir de meilleures prestations. Mais ça avait été une volonté justement pour que les travailleurs indépendants puissent choisir si c'était plus vers la maladie, plus vers la retraite, qui souhaitaient prendre des compléments de prestations sociales. Au niveau de la déclaration, là, on revient sur quelque chose de très chronologique, en fait. Vous faites une déclaration sociale nominative, qui est la déclaration qui existe en France pour tout le monde. Elle peut être confiée, parce que c'est assez complexe pour éditer des bulletins de salaire, soit à un tiers déclarant, expert comptable ou organisme qui fait de la paie, ou l'URSSAF a aussi développé un service qui s'appelle le titre emploi service entreprise, qui est une offre gratuite de simplification des formalités sociales, et en gros, où à partir de vos déclarations, on vous fait les bulletins de salaire qu'on vous met à disposition sur votre compte en ligne, et on gère bien sûr la déclaration sociale nominative, le prélèvement à la source, etc., etc. Et vous payez tout à l'URSSAF, où là, encore une fois, on reversera les cotisations à l'ensemble des organismes concernés. On peut passer à la diapo suivante. Là, je vous le disais au départ, vous pourrez retourner sur le site monde-entreprise.ursaf.fr justement pour faire la comparaison entre les différents coûts de cotisation. Vous pouvez le faire soit très rapidement pour avoir une idée globale, mais vous verrez que vous pourrez aussi affiner en fonction des choix que vous aurez fait justement pour avoir une approche beaucoup plus personnalisée. Au niveau... Au niveau de la protection sociale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prestations qui sont exactement les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire quand vous allez chez le médecin, quand vous achetez des médicaments, quand l'hospitalisation, eh bien, la base sécu de remboursement sera exactement la même pour tout le monde. Les allocations familiales, c'est pareil, c'est en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Au niveau de la retraite, alors je ne parle pas des professions libérales où c'est très particulier, mais pour la retraite de base des artisans, commerçants et professions libérales, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés, c'est-à-dire on est sur ce principe des 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. En ce qui concerne la maternité, c'est très équivalent, je dirais même que pour les mamans qui sont travailleurs non salariés, sous certaines conditions, il peut y avoir une allocation maternité supplémentaire qui peut être versée et qui va jusqu'à, enfin, ce qui est un plafond de 3 428 € pour cette année. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure, les indemnités journalières, c'est là où on vous conseille de prendre de la prévoyance si vous êtes non salarié. Pourquoi ? Parce que le calcul n'est pas du tout le même. D'un côté, les travailleurs non salariés, on est sur un calcul sur les 3 dernières années. Pour les salariés, c'est sur les 3 derniers mois. Donc, vous voyez, ça, c'est forcément pas la même chose. Accident du travail, maladie professionnelle, c'est une assurance volontaire que vous pouvez prendre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour la formation professionnelle, il y a encore bien 2 cas, le CPF pour les salariés, les assimilés salariés, et des organismes spécifiques pour la formation professionnelle des travailleurs indépendants, qui sont le FIFPL si vous êtes profession libérale, l'AGFIS si vous êtes commerçant et le FAF-CEA si vous êtes artisan, et qui dans certains cas prennent simplement l'affiliation de la personne en tant que auto-entrepreneur ou indépendant, etc., pour pouvoir déjà octroyer des aides à ce niveau-là. Cela dépend des organismes. Et puis, quand vous êtes travailleur non salarié, il faudra aussi prendre une mutuelle en plus, puisqu'elle n'est pas dans les cotisations obligatoires de base. Bon, alors, oui, on peut... J'ai beaucoup de questions et ça va être... Ouais, je vais juste finir pour les accompagnements. Au niveau de je finis très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis beaucoup de services en ligne, quel que soit le statut juridique que vous avez créé. En fait, on a mis des services en ligne pour vous aider, pour que vous ayez un tableau de bord, l'historique, que vous puissiez faire vos déclarations, vos paiements, pour que vous puissiez aussi télécharger de façon autonome des attestations, et notamment une qui s'appelle l'attestation de vigilance, qui prouve que vous êtes bien déclaré et à jour de vos cotisations, et qui va vous être demandé par vos fournisseurs, vos clients, si vous répondez à des marchés publics. Donc, c'est vraiment, tous ces services sont développés pour que vous puissiez aller le plus vite possible et plutôt vous consacrer à autre chose, et notamment au développement de votre entreprise. Et puis, il y a aussi l'accompagnement personnalisé pour les créateurs d'entreprises, alors à travers des webinars comme aujourd'hui,
Pour les auto-entrepreneurs en Aquitaine, on a une offre personnalisée qui est proposée aux nouveaux auto-entrepreneurs jusqu'à la première déclaration. Mais il y a d'autres services qui vont être mis en place également pour les autres travailleurs indépendants dans les mois à venir. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est que même si à un moment donné, vous avez des difficultés, eh bien, on sera là aussi parce qu'on sera là à vos côtés tout au long de la vie de votre entreprise et que dans certains cas, et c'est aussi une des missions qu'on a eu la chance de récupérer depuis la fameuse réforme, William, vous pouvez passer aux autres, la fameuse réforme de 2020, c'est que l'action sociale, ça existe pour tout le monde, auprès de la caisse primaire, auprès des caisses de retraite éventuellement, mais c'est surtout que l'URSSAF, pour le compte de la protection sociale du travailleur indépendant, peut aussi verser soit des aides exceptionnelles financières, ce qu'on a fait aussi pendant la Covid, mais peut aussi, à certains moments, faire une diminution des cotisations de façon partielle ou totale. Alors, bien sûr, c'est jamais oui tout le temps, mais en tout cas, il faut demander vraiment qu'est-ce qu'on a comme solution si vous êtes à un moment un peu délicat pour voir. Ça peut être des travaux devant votre entreprise et vous pouvez plus travailler, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des intempéries. Pour ceux qui sont à la CIPAV, il y aura aussi, ou dans les autres caisses de retraite, il y a aussi de la action sociale qui est mise. Le principe, c'est surtout de ne pas rester seul quand ça ne va pas, c'est de demander pour voir s'il n'y a pas des aides qui peuvent vous être mises en place. Et puis simplement parce que vous nous connaissez un peu moins là-dessus, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet. Bien sûr, on a des lettres d'information, beaucoup d'actualités qu'on met en ligne au fur et à mesure. On a une chaîne YouTube, Actu des URSSAF, où on enregistre des webconférences en direct, mais que vous pouvez voir en replay. Aussi sur la création d'entreprises, il y en a eu 2 la semaine dernière, une sur les auto-entrepreneurs, une sur les autres statuts d'ailleurs. Et puis, on a des comptes Twitter et LinkedIn au niveau national et au niveau local, Agnès, où vous pouvez avoir toutes nos informations. Agnès, ouais. Bon, Agnès qui me disait au début, j'en ai pour 20 minutes, à peu près, 20, 30 minutes. Oui, mais on a eu beaucoup de questions déjà quand même. On a eu beaucoup de questions. Alors, il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Et je vais commencer tout de suite par la question de Fanny, qui nous avait posé une question avant de commencer ce webinaire. Alors, c'est une question assez longue, mais on va y arriver. Voilà. Si c'est sur la formation, j'ai un peu répondu à travers ce que je viens de dire. Alors, pourriez-vous expliquer la raison pour laquelle l'URSSAF ne verse aucune cotisation aux organismes de formation OPCO? Je n'ai trouvé aucune information. J'ai répondu en fait. Vous avez, c'est ce que je disais, c'est que vous avez les différents organismes, KIFPL, FAPCEA ou AGFIS, qui, selon le cas, demandent uniquement l'attestation d'affiliation à l'URSSAF, c'est-à-dire la création de votre entreprise, pour pouvoir déjà ouvrir certains droits. D'accord. Alors, il y a une question de Bernard. Pourquoi un gérant non salarié dans une SARL doit-il payer un montant minimum de cotisation alors qu'il bénéficie de prestations sociales par ailleurs, par exemple retraité? Alors, je vais répondre sur deux plans. D'abord, parce que dès qu'on a une activité, alors, je sais bien que vous allez me dire que vous avez 0, mais ça sera ma deuxième réponse, j'arrive tout de suite. Dans tous les cas, si vous avez plusieurs activités et que vous encaissez de l'argent, dans tous les cas, vous payez des cotisations sur toutes les activités. Les travailleurs non salariés, spécifiquement, parce que malheureusement, on s'est aperçu que certains travailleurs non salariés pouvaient avoir des graves problèmes dans leur vie professionnelle et qu'à certains moments, ils n'avaient plus rien comme revenu et que ce sont des décisions je dirais politiques, d'accord, etc., qui ont fait qu'il a été décidé que les travailleurs non salariés, spécifiquement, même s'ils avaient 0 de revenus, devaient payer un minimum de cotisation pour avoir aussi une partie des prestations sociales. C'est la loi, simplement. Bon. Alors, une question qui était posée en 3 parties par Cathy. Alors, qui dit, Agnès, vous avez indiqué qu'il valait mieux créer son entreprise à partir du 1er avril si on veut profiter de l'ACRE jusqu'au 31 mars 2023. Ok. Alors, ce que j'ai indiqué… Comme on a 45 jours pour s'inscrire à l'ACRE après la création, est-ce que je peux démarrer l'ACRE à partir du 1er avril alors que j'ai créé mon entreprise le 1er mars pour aller jusqu'au 31 mars 2023?
Alors, aujourd'hui, vous n'avez plus la notion des 45 jours à sauter. Aujourd'hui, c'est la notion de compléter ce formulaire vraiment au moment de la création le plus rapidement possible. Donc, vous le faites en même temps, comme ça, vous n'oubliez pas et tout se passe bien. Si vous avez créé votre activité au mois de mars et que vous n'avez pas mis un début d'activité au 1er avril, l'ACRE va commencer en mars. En revanche, vous auriez pu très bien faire vos déclarations au mois de mars en disant début d'activité au 1er avril. Et là, l'ACRE se répartit à partir du 1er avril jusqu'au 31 mars. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure en disant il vaut mieux commencer, ça, c'est uniquement si vous n'avez pas des clients ou des contrats à signer le 25 mars. Vous ne laissez pas passer les clients juste pour bénéficier de 1, 2 ou 3 mois de plus d'ACRE, bien évidemment. C'est juste un conseil. Si on veut optimiser au maximum et qu'il n'y a aucune obligation de créer en urgence un dernier trimestre du mois, il vaut mieux attendre le mois suivant. Alors, il y avait Véronique qui disait de taux de 50% sur quoi? Ah oui, c'était sur le slide. Alors, c'est sur les 50%. Alors, il y a 2 taux de 50%. Donc, soit c'est le montant des cotisations pour les travailleurs non salariés. Je veux gagner 30 000 euros net, par exemple, ça va coûter 15 000 euros à peu près de cotisation sociale. Ça, c'est d'un côté, les 50%. Les autres 50% qui existent, c'est éventuellement si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes en bénéfice, en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux, le taux d'abattement des impôts pour frais professionnels sera de 50%. Je ne sais pas lequel 50% c'était. Ça doit être pour les non-salariés, je crois. Alors, c'est environ le taux de cotisation. De base, en sachant qu'il faut ouvrir, compléter. Alors, il y a Véronique qui pose la question, quel est le coût de la prestation délivrée par l'URSSAF? Mais nous, alors, comme je l'ai dit au départ, notre rôle principal, nous, on ne verse pas de prestations, sauf dans le cas de l'action sociale, où ça, c'est très spécifique et ce ne sont pas des montants fixes, etc., etc. Mais il faut vraiment être dans une situation très particulière et très honnêtement, j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Pour le reste, nous, ce qu'on fait de toutes les cotisations et les contributions que vous allez encaisser, on reverse la totalité auprès des organismes qui, eux, vous verseront la prestation, comme la CARSAT, comme la Caisse primaire d'assurance maladie, comme les possibilités que vous aurez auprès des organismes de prévoyance, les allocations familiales, etc. Nous, on garde pas, en fait. Ou sinon, vous pouvez comprendre la question, combien ça coûte de demander un service à l'URSSAF? Mais ça ne coûte rien. On peut très bien aller voir sur l'URSSAF. Alors, les accompagnements, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tous nos accompagnements sont gratuits. Que ce soit si vous venez nous demander des conseils, si vous voulez faire des modifications, si vous voulez faire une création sur place, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous où il y a 3 matinées, 2 matinées, une après-midi, je crois, où vous pouvez revenir depuis pas très longtemps sans rendez-vous. Voilà, vous avez toutes ces informations sur le site ursaf.fr dans la partie Aquitaine. Et sinon, vous pouvez aller voir votre URSSAF. Vous avez une Agnès dans chaque URSSAF de France. Et puis, de toute façon, à la fin de ce webinaire, je vous donnerai le numéro personnel de Agnès qui peut répondre 24 heures sur 24, bien sûr. Non, mais dans toutes les régions, vous avez des possibilités. Soit certaines régions ne font encore que de l'accueil sur rendez-vous, d'autres font quelques ouvertures. Voilà, ça reprend. Mais vous avez beaucoup de possibilités. Une question de Franck, qui est président Et de aussi, vous avez beaucoup de possibilités. Une question de Franck, président de SASU. Vous avez aussi beaucoup de possibilités d'accompagnement. Oui. Président de SASU, j'enclenche enfin mes premiers salaires sur ce premier trimestre 2023. À partir de quand vais-je pouvoir bénéficier de budget pour une éventuelle formation et comment cela est-il calculé? Premier trimestre 2022. Oui, sur ce produit, je pense, oui. Oui. Alors, quand vous êtes salarié, en fait, vous allez payer, c'est plutôt une fois par an. Alors là, il y a une grande bascule là aussi pour la formation professionnelle cette année, où en fonction des conventions collectives, de toute façon, vous allez payer pour la première fois une partie des cotisations à l'URSSAF.
et une partie encore auprès de certains organismes en fonction un complément de formation professionnelle éventuellement à des organismes en fonction de vos conventions collectives. Et à partir de là, il faudra que vous demandiez aux organismes qui, en général, sont des organismes assez spécialisés en fonction de chaque activité, à partir de quand ils peuvent faire les demandes de prise en charge. Là aussi, c'est un peu comme pour les autres. Il peut y avoir vous n'aurez pas d'attestation tout de suite, ça c'est sûr, parce que ça va se payer au cours de l'année. Donc là, c'est différent. Il faut simplement, là aussi, dire que vous avez commencé à vous verser des salaires et que donc, à ce titre-là, vous paierez des cotisations qui sont, alors, en fonction du nombre de salariés, etc., c'est 0,55% de la masse salariale ou un peu plus, 1%. Vous avez d'ailleurs des webinaires enregistrés sur notre chaîne YouTube spécifiquement sur la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, puisque ce sont deux récentes cotisations et contributions que l'on vient de prendre en charge au niveau du URSSAF. Question de Stéphanie. Est-ce que Stéphanie a bien compris que la mutuelle est donc incluse dans les prestations de base cotisation obligatoire pour les assimilés salariés? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre une mutuelle en place pour l'ensemble des salariés. Si vous êtes assimilé salarié, vous pouvez en mettre une en place également dans la société. Et en général, soit vous faites comme pour les salariés, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui est pris par le salarié, 50% par l'entreprise. Mais très souvent, pour les mandataires sociaux, c'est l'entreprise qui paie la totalité de la mutuelle pour le président ou le directeur. Mais il faut la mettre en place, effectivement. Alors, c'est toujours pas… Alors, si vous êtes en portabilité encore, vous la gardez, mais… Votre réponse, Agnès, ne satisfait pas Fanny qui n'a pas compris votre réponse, en fait. Alors, je vais la remettre à l'écran. Fanny, c'était… C'était la grande question, là, qui était posée en amont. Ah, ben pourtant… Alors, pour moi, c'est le problème de l'université. À partir de 1 euro, et ben, parce que voilà, c'est comme ça, sur on est à 0,10%. Vous êtes en commerçant, j'imagine. À partir de quelques cents versés. Non, les OPCO financent pas forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils financent pas forcément à partir de quelques 100 euros versés. Très honnêtement, enfin pour avoir demandé, en tout cas pour une partie, c'est sûr, à partir du moment où vous avez une attestation d'affiliation en tant que travailleur indépendant à l'URSSAF, il y a les organismes tels que le FIFPL, par exemple, qui prennent en charge déjà une partie, alors c'est jamais la totalité, hein, mais qui peuvent vous aider à financer une partie des formations que vous devez faire. Donc ça, c'est pour la première partie, uniquement le salaire va être nul, je n'ai aucun droit à formation quand je n'ai pas déclaré 1 000 euros mensuels, ce qui m'a été répondu par vos services alors que… Non. Rapprochez-vous, alors dans ce cas-là, ce qui vaut mieux, parce que nous, ce n'est pas notre métier quand même, la contribution à la formation professionnelle, hein, très, très honnêtement, rapprochez-vous en fonction de votre activité d'un des 3 organismes dont je vous ai parlé là, et voyez avec eux ce qu'ils souhaitent. Mais il y en a énormément qui, justement, parce que c'est le début, prennent en charge quand même une partie, vous octroie quand même une aide financière. C'est sûr. Bon. Je vois 2 petites questions à droite là. Juste pour le chocolatier, la formation, comme vous êtes artisan, vous êtes artisan et vous faites de la vente, mais vous êtes quand même d'abord artisan, donc ça sera 0,30. Voilà, ça c'est rapide. Et Véronique, qui n'a toujours pas compris, mais 50%. Alors, par exemple, vous êtes non salarié. C'est ce que j'ai dit, hein, c'est que les 50%, c'est le taux de cotisation
sur votre revenu professionnel. C'est-à-dire que dans ces 50%, vous avez des cotisations pour la maladie, maternité, invalidité décès, indemnité journalière, CSG, CRDS, retraite de base, retraite complémentaire, allocation familiale, contribution à la formation professionnelle. Donc, vous allez gagner, mettons, 30 000 €. Et ben, pour 30 000 € que vous allez avoir, vous, sur votre compte en banque, il y aura 15 000 € à verser au titre pour les cotisations et les contributions sociales. Ouais, bon. Là, voilà, on se rend pas compte quand on est salarié, mais c'est son employeur qui paye tout ça d'habitude. Donc maintenant, vous passez de l'autre côté, et c'est vous qui devez payer également pour vous ces cotisations. Ah, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Bon, bah, très bien. On va s'arrêter là. Il y a Fanny qui repose une question, mais ouais, rapprochez-vous de. Ouais, ah oui, la GFIS me dit de me tourner vers l'URSSAF. Bah non, je suis désolée. Et alors, déjà, vous ne pouvez pas verser plus que ce qui est obligatoire, c'est-à-dire si vous êtes dans la vente, donc 0,10 du chiffre d'affaires que vous encaissez, on ne pourra pas vous dire, eh bien, voilà, vous pouvez faire plus. Je suis un peu aussi étonnée sur la GFIS. Essayez de voir quand même avec peut-être les organismes avec qui vous voulez faire la formation, parce qu'il y en a qui connaissent vraiment tous ces rouages-là beaucoup mieux et qui peuvent vous donner. Mais très honnêtement, enfin moi, pour avoir fait des demandes, je connais des personnes qui venaient de commencer, donc qui n'avaient pas forcément, qui n'avaient pas encore payé, et pour autant, ils ont eu des aides au niveau de la formation. Donc après, il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est différent, mais Ça, c'est terrible, hein, d'être une balle de ping-pong entre deux organismes, c'est… Oui, ça, c'est terrible. Mais là, nous, par contre, malheureusement, on ne pourra pas vous dire, ben, si vous voulez payer 100 € comme ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Bien, bah, merci beaucoup Agnès. Merci à vous toutes, à vous tous. Donc, tous les slides seront disponibles en téléchargement, juste à côté. Alors, ce que je vais proposer plutôt pour que vous ayez quelque chose de plus complet, c'est que si vous allez sur autoentrepreneur.ursaf.fr, dans la partie l'essentiel de l'auto-entrepreneur, vous avez les guides officiels, et en partie métropole ou en partie Drôme, mais on a encore une petite mise à jour à faire sur les Drômes, mais en partie métropole, vous avez un diaporama complet sur l'auto-entrepreneur. Et pour les autres, vous allez sur ursaf.fr. Si vous êtes dans la partie indépendante, vous avez les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées. De l'autre côté, vous avez des professions libérales réglementées. Et quand vous cliquez dessus, dans les liens utiles sur la droite, vous avez aussi des diaporamas spécifiques. Ou alors encore d'aller revisionner les webconférences sur la chaîne L'Actu des URSSAF. Donc, merci à tout le monde. Donc, je vous rappelle que… je vous rappelle pas. Je vous dis, je vais vous annoncer ce qui se passe la semaine prochaine. On change complètement de sujet. On revient avec nos amis de chez Google pour un grand webinaire de 1h30 sur le référencement naturel. Alors, ça va être long. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Donc ça, c'est la semaine prochaine, vendredi 18 mars. Et puis, la semaine suivante, s'il veut bien me la passer. Il veut pas me la passer. Ah oui, la semaine suivante, je l'ai pas mise, excusez-moi. La semaine suivante, je vais vous le mettre à côté, c'est pas grave. On fait un instant coach avec Nadjet, qu'on a déjà vu par ici. Il nous a déjà fait un instant coach avec nous. Donc là, ça va être sur le coaching du dirigeant. Alors, dirigeant, voilà, ça peut être, vous êtes futur créateur d'entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes un cadre avec beaucoup de responsabilités, voilà, vous êtes chef d'entreprise, dirigeant. Tout ceci pourra donc vous intéresser. C'est dans 15 jours, voilà. Mais donc la semaine prochaine, c'est Google, voilà.
Merci à tout le monde. Donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé automatiquement sur la page d'accueil du site Second Souffle et vous verrez donc ces deux images pour s'inscrire soit au webinaire avec Google, soit au webinaire Instant Coach. Et puis, d'ici la fin de la journée, je vous envoie un petit mail pour pouvoir accéder au replay et au slide que vous a présenté Agnès aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. En tout cas, moi, de mon côté, ouais. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, en tout cas. Oui, et surtout, le premier conseil, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner pour créer votre entreprise. Voilà. Parce que comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a pas mal de choses à savoir quand même. Ouais. Merci, bon week-end à toutes et à tous. Merci, bye bye, à la semaine prochaine. Au revoir.